Bon, alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Au début, ma vidéo sur Zelda, je l'avais fait un peu dans un but personnel, mais je me suis vite rendu compte dans le processus de création et tout. En fait, j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup écrire, me renseigner et créer des vidéos et créer du contenu pour les autres. Donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de continuer parce que ça vaut peut-être la peine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous proposer une vidéo sur l'un de mes jeux indépendants préférés. Et non, c'est pas FNAF au cas où. De toute façon, vous l'avez vu à la miniature. Aujourd'hui, on va parler de The Forest. Tout d'abord, on va remettre les choses dans son contexte. En 2009, Internet est dominé par l'indépendant, et notamment l'horreur indépendant, dans lequel on peut retrouver ce qu'on appelle des creepypastas, avec des histoires notamment comme celle de Jeff the Killer, Slenderman, pour ne citer que les plus connus. Mais en tout cas, au niveau de l'Internet en général, les creepypastas commencent à se développer, notamment du côté de la narration. Souvent, c'est juste des petites histoires écrites, accompagnées d'images, de vidéos, ou simplement d'un mythe. Mais dans tout ce tas de petites histoires écrites, on y retrouve aussi des histoires un peu mal écrites, avec une ambiance unique. Ces creepypastas sont souvent adaptés en jeu, souvent des ROM hacks qui sont modifiés par les auteurs. Et dedans, on peut trouver des styles d'ARG, de ce qui s'en rapproche. Bien sûr, on peut évidemment penser à Ben Drowned ou Sonic.exe. Les creepypastas ont aussi démocratisé un genre dans le film, les screen life. Alors, moi je connais absolument rien au cinéma, mais de ce que j'ai fait, les gens ne sont pas forcément fans de ce genre de film. Mais voilà, c'est pour dire à quel point les creepypasta et l'horreur indépendante sur internet influencent le monde en général autour de lui. Ça ne s'arrête pas que à internet, ça va jusqu'au cinéma quand même. C'est pour dire l'influence que ça a. Dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de trucs qui se passent, notamment les jeux Slender-like. En gros, le principe de ces jeux, c'est juste de chercher 5 points, souvent des générateurs ou des trucs comme ça, tout en se faisant chase par un monstre. C'est un peu nul, mais c'est ce qui intéresse le plus les gens à cette époque. Déjà par le fait que ça reprend des creepypastas déjà existantes, mais aussi par le fait que ça occasionne des réactions abusives chez certains youtubeurs et juste c'est drôle à voir. Casse-toi! Dernier point que j'aimerais aborder, c'est la sortie de FNAF le 8 août 2014. FNAF est le jeu d'horreur indépendant par excellence, il a réussi à créer plein de carrières, c'est très fort l'impact que ça a eu sur la culture d'internet. Tout ce que j'ai cité ici, c'est vraiment ce qui domine l'internet indépendant, et l'indépendant commence à prendre une place sur la culture d'internet en général, et ça se démocratise énormément. Avant de concrètement parler de The Forest, j'aimerais juste parler d'une chose que pas beaucoup de gens savent. Avant The Forest, Ben Falcon créé N-Night. C'est un jeu d'horreur indépendant sorti sur iPad et c'est vraiment nul là. Vous voyez le gameplay, c'est quoi ce truc vraiment genre. Il y a juste un truc qu'on remarque, c'est l'ambiance chelou direct genre. Elle est grave similaire à celle de The Forest et au début l'idée de ce projet c'était de créer un survival horror open world comme ça assez immersif. Vous vous en doutez, sur iPad c'est assez limité. On peut pas faire d'énormes choses sur le support mobile donc il s'en est arrêté à là. C'est l'une de ses premières créations et c'est important de le retenir car cela va beaucoup influencer ses prochaines œuvres. Avant FNAF, le 30 mai 2014, sort en accès anticipé The Forest. Développé par N-Night Game, studio canadien qui porte le nom de l'ancien jeu de Ben Falcon, leur idée de base était de créer un survival horror jouable en solo comme en multi, et par la suite, l'idée de la forêt est rapidement venue. Les devs jugeaient la conception d'une forêt plus simple que celle d'une ville, car N-Night, le jeu de Ben Falcon, se passait dans une ville, et aussi car la forêt était plus accordée à l'esprit survival horror et à l'ambiance qu'il voulait retranscrire. Le jeu resté 4 ans en early access, c'est beaucoup, mais c'est dû à plusieurs raisons, notamment dû à la taille de l'équipe qui était très petite, et car ils ajoutaient aussi du contenu qui commençait progressivement à devenir ambitieux. Chose qui était très fréquente dans l'internet indépendant à l'époque, c'est que les gens écoutaient la communauté. N-Night Game ont énormément été à l'écoute de leur communauté, même si elle était très petite. Les devs ont pris pour inspiration des films cultes comme The Descent, qui a beaucoup aidé pour les mécaniques du jeu en général, l'aspect des grottes, tout vient de là. Et pour ce qui est de l'inspiration de tribus, de l'environnement du jeu en général, ça vient d'un autre film culte qui s'appelle Cannibal Holocaust, qui est très très vieux. Donc c'est des anciens films qui ont été pris comme inspiration pour créer le jeu. Maintenant, j'aimerais donner mon avis sur les mécaniques du jeu. Je trouve l'IA des cannibales hyper intéressante, car déjà, les cannibales dans leur design ne ressemblent pas à des zombies et n'en sont pas.
contrairement à ce que certains peuvent penser. Déjà très original pour un jeu sorti en 2014. Ce que j'aime bien avec les cannibales de The Forest, c'est qu'ils ont un côté très humain. En fait, leur IA permet d'avoir de tonnes de réactions tellement humaines et réelles qui fait que ça en devient juste crédible. Déjà, leur comportement et leurs actions changent tout au long du jeu. À une seule condition, si pendant un fight, un des cannibales arrive à s'échapper ou que vous en épargnez un, il se souviendra de vous. On remarque aussi que la hiérarchie des tribus, elle se fait très bien, car quand on tue un des leaders du groupe de cannibales, les membres les plus faibles ont tendance à s'enfuir ou à s'agenouiller devant vous en pensant à s'offrir en sacrifice ou toute autre chose. Ils peuvent être aussi apprivoisés, peuvent aussi appliquer des méthodes non violentes à travers des effigies qui seront construits tout autour de vous, de votre base ou de vos lieux de passage. La variété de cannibales joue aussi à la crédibilité du jeu. Il y en a énormément et à chaque combat, ça a l'air de changer. Au début, on croise des cannibales très faibles qui vous attaquent uniquement parce qu'ils ont faim, qui sont un peu désespérés, donc ils se mettent à vous poursuivre et à vous tendre des pièges en vous attendant dans les arbres. Dernier point très intéressant, pour counter les cannibales, vous avez une sorte de peinture rouge que vous pouvez trouver un peu partout dans le jeu. Et cette peinture rouge, elle est associée à quelqu'un dont on parlera plus tard. Mais les cannibales vous voient comme une figure religieuse et se mettent à vous craindre, entre guillemets. Ils ont peur de vous, s'éloignent, se mettent à genoux, commencent à prier devant vous. Et vraiment, la peinture rouge a une signification pour eux, bien qu'on verra ça plus tard. Aussi, petite anecdote, lors de l'alpha du jeu, il y avait un endroit sur la carte, un arbre qui est resté dans la version finale, et la particularité de cet arbre, c'est que les cannibales venaient prier. Littéralement, les cannibales priaient à cet arbre. Un autre point assez intéressant qui aide à l'immersion, quand tu fais le jeu en solo et que tu meurs, il se passe ça. C'est débile comme ça, mais je trouve vraiment que ça aide à l'immersion. Mais pour ça, on y reviendra juste après. Les autres types de monstres que l'on peut trouver, c'est des mutants. Mutants qui à la base se trouvent dans les grottes. C'est un peu comme des mini-boss qui se baladent dans la nature finalement. Il y a notamment Virginia avec ce design, vraiment, c'est affreux là, c'est... Wesh. Et les Armsy aussi, qui sont plutôt sympas et qui ont plutôt une bonne tête comparé au reste. Et puis en dernier, t'as le Cowman, c'est ce gros truc là, c'est moche. Particularité des mutants qui font partie du lore, c'est que les mutants sont des genres d'amalgame de plusieurs personnes. À part le Cowman qui a l'air d'être un simple corps, l'Armsy et Virginia sont composés de plusieurs personnes. Mais on développera cette partie plus tard quand je parlerai du lore et de l'histoire du jeu. Même sans toi, le jeu a l'air de fonctionner, dû à son environnement visuel et aussi à son environnement sonore. Il n'y a pas de musique, seulement des bruits d'environnement. Je vous laisse écouter, c'est vraiment un poulet. Il y a aussi les cris des cannibales et le bruit des animaux qui se déplacent sur le sol. Le jeu fonctionne énormément grâce à son ambiance audio. Les surfaces sur lesquelles on marche jouent un rôle dans le son. Chaque surface a un bruit. Ça paraît anecdotique et simple, mais ça fait vraiment la différence quand on est dans une cave ou juste quand on marche sur plusieurs surfaces. Les reverbs dans les caves, comme je parlais juste avant, aident largement à l'immersion dans les caves. Le bruit des cannibales, des mutants et de tout ce que tu peux trouver dans les grottes ont une reverb et je trouve ça vraiment immersif. Aussi l'audio des cannibales, comme les cris, les trucs qu'ils font là, je sais pas c'est quoi, ou même les mutants qui ont des bruits uniques et grave reconnaissables. Qui vont souvent stresser quand tu es seul dans le jeu et que tu découvres, car c'est souvent signe de danger immédiat, que ce soit les mutants ou les cannibales. Aussi le son sous-marin joue énormément à l'immersion. On passe une micro-partie du jeu sous l'eau, avec le recycleur d'air, et le bruit étouffé marche très bien dans le contexte du jeu et de son environnement. Ce qui est cool dans le jeu au global, c'est le multijoueur. Personnellement, moi, mon expérience, elle s'est fait principalement en multi et très peu en solo. Je trouve le multijoueur vraiment drôle et divertissant. Il y a possibilité de tricher aussi avec un glitch de duplication. Tu peux dupliquer diverses ressources de ton inventaire, mais aussi les bûches, avec plusieurs techniques qui sont assez drôles. Autre chose marrante dans le multijoueur, c'est la physique et les animations du personnage. C'est assez perturbant et absurde, mais c'est ce qui rend l'expérience multi encore plus drôle et agréable à jouer. La difficulté aussi,
joue un rôle lorsqu'on joue à plusieurs. Elle diffère et est augmentée partiellement, notamment l'agressivité et la combativité des mutants et des cannibales, dû au fait que quand on est beaucoup, c'est plus simple de s'attaquer à des tribus ou à des mutants. Vu qu'on est plusieurs, on fait plus de dégâts et il y a plusieurs angles d'attaque techniquement, donc c'est ce qui rend la chose plus facile. Mais je trouve ça intéressant qu'ils y ont quand même pensé et qu'ils ont rajouté d'agressivité et de combativité sur les mutants et qui rend l'expérience aussi difficile qu'en solo. Bien que le jeu en soi n'est pas hyper difficile, garder un gap de difficulté même en multi, ça ne se fait pas dans tous les jeux. Pour parler un peu plus de la difficulté, le jeu te donne aussi accès à plusieurs informations, comme ton poids, qui joue sur ta maniabilité du jouet, ainsi que ta vitesse. Ta force est aussi mesurée et permet de faire plus de dégâts et d'être plus rapide dans tes coups. Par ailleurs, elle te permet aussi de casser les arbres plus vite. Ensuite, on a l'athlétisme, qui joue sur la jouabilité et la vitesse, c'est donc l'inverse du poids, ça vient contrebalancer. Et enfin, ta santé mentale, oui, ta santé mentale, car quand on est seul dans la forêt, c'est pas facile. Si elle tombe à 90%, tu débloques cette page. Les conditions pour que ta santé mentale baisse sont le cannibalisme, tuer des cannibales, couper leurs membres ou alors rester trop longtemps dans les grottes. Toutes ces features ne sont pas là pour faire progresser la difficulté, mais de rajouter des éléments de gameplay qui sont très efficaces et cohérents dans l'ambiance du jeu. Le jeu a quand même une très belle histoire, assez sympa à suivre et très agréable à comprendre parce que y a rien qui t'est donné réellement. Le jeu te donne plein de pièces à assembler et t'as juste à faire tout le chemin dans ta tête pour essayer de comprendre l'histoire au global. Et pour affirmer mes propos, je vais vous parler de l'histoire. Donc nous sommes Eric Leblanc et partons en voyage avec notre fils, Timmy. Lors du voyage, l'avion se crache. Au réveil, son fils se fait enlever par un homme en rouge. Je trouve que c'est une motivation très efficace car le jeu te donne immédiatement une raison d'explorer. Et au fil du jeu, tu retrouves des traces de ton fils avec des dessins, son jouet, ainsi que plein d'équipements qui montrent que tu n'as pas été le seul à venir ici. Il y a plein d'inscriptions sur les murs, il y a des bibles étalées à certains endroits, il y a beaucoup de rapports à la religion, mais dans le lot de tout ce que tu peux trouver, il y a un élément qui est très utile à l'histoire du jeu, c'est les cassettes vidéo. Dans différentes grottes, tu peux retrouver des enregistrements de vidéos qui montrent plusieurs choses, très énigmatiques, qui te fait comprendre un truc. La péninsule sur laquelle tu te trouves, parce que oui, c'est pas une île, c'est une péninsule, et pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre une île et une île c'est un terrain de terre entouré d'eau, tandis qu'une péninsule c'est un terrain de terre entouré d'eau, mais qui est relié avec le reste d'un continent. Bref, la péninsule sur laquelle tu te trouves, elle est pas normale, et tu comprends vite que c'est potentiellement une base de recherche scientifique pour on sait pas quoi. Quand t'arrives à la fin du jeu, il y a tout qui se concrétise réellement. Tu vois des recherches sur des obélisques, ça parle d'artefacts, il y a possibilité de mettre un nom sur la compagnie derrière tout ça, Sahara Thérapeutique. C'est une entreprise de traitements médicaux et l'un de ses objectifs, cachés probablement, c'est la longévité et la jeunesse éternelle. C'est d'ailleurs un de leurs projets qui a un nom, Jarius. Nom qui tire son inspiration de l'histoire biblique de Jair et qui veut dire celui qui éclaire. L'histoire biblique a un lien direct avec la guérison et la réparation entre guillemets d'une personne. C'est de là que vient le nom car leur projet finalement est de réparer entre guillemets un humain cassé pour le rajeunir, pour le rendre immortel d'une certaine manière. On apprend ainsi que leur recherche était basée dans deux lieux différents, une péninsule au Canada, donc là où se passe The Forest, et un site 2 qui est mentionné dans la cinématique de fin, mais on en parlera juste après. Notre personnage, après beaucoup d'aventures, se retrouve dans ses labos et retrouve enfin son fils Timmy, qui est dans un sale état. Vraiment, le pauvre là, il est amoché quoi. Là, il est mort. Mais tu comprends rapidement que l'obélisque peut redonner la vie. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Le truc, c'est que il requiert un sacrifice humain. Si tu continues de chercher dans le labo, tu peux retrouver l'individu en rouge qui t'a volé ton fils. Son nom, c'est Matthew Cross. Sauf que là, bah, en fait, il est mort. Et le pire, c'est qu'il a été planté par des crayons de couleur. C'est nul. C'est quoi la mort nulle, là, frère? Et tu trouves une grande salle, une très grande salle même, qui t'indique que bah il y aura un boss fight en fait, c'est logique. Pourquoi tu fais une arène aussi grande si c'est pas pour me mettre un boss en fait? Et puis tu avances et tu tombes sur ça.
Voilà, donc là, elle est en train de littéralement de muter devant toi. Et... Ah, c'est pas beau, hein, c'est moche, mais... Détail que j'ai oublié de préciser, mais c'est une fille que tu retrouves sur une affiche en rentrant dans le labo. Et son nom c'est Megan Cross. Normalement vous faites déjà le lien là. C'est moche mais le boss fight se lance et franchement il est pas dur, vraiment c'est... Il est parfois imprévisible et fait très mal, mais ça reste globalement faisable. Il y a même un endroit là où tu peux te cacher et elle t'entendra jamais. C'est à l'entrée de l'arène. Elle va juste te taper en boucle et te faire aucun dégât. Tandis que toi tu peux l'arracher de cocktail molotov, c'est magnifique vraiment. Ensuite quand t'as vaincu le boss, tu peux récupérer Megan. Personnellement, la première fois que j'ai fait le boss, je trouvais ça assez dérangeant, triste. Je savais pas trop où me placer parce que quand tu fais le jeu et que t'es à ce moment précis, en fait, tu comprends vraiment pas trop ce qui se passe. Tu trouves ça vraiment bizarre et c'est juste chelou quoi. Enfin, c'est vraiment une ambiance assez particulière qui est vraiment dérangeante parce qu'il y a littéralement rien en fait. Il y a aucun bruit, il y a juste des cannibales des fois, mais franchement, il y a rien de spécial et c'est bizarre. Alors tu récupères Megan et tu vas la rentrer dans l'obélisque, sauf que tu découvres un truc, tu peux pas réanimer ton fils. Il faut faire une sorte d'échange équivalent. Au même moment, Megan fait tomber une carte en or qui te donne accès à un ascenseur. Sorti de l'ascenseur, on retrouve un énorme artefact dans une très grande pièce encore une fois, mais il y aura pas de boss fight promis. Maintenant le jeu te met face à deux choix, soit de continuer la boucle, t'en sortir avec ton fils et reprendre une vie normale, ou alors couper la boucle et juste laisser l'avion passer et de rester sur la péninsule avec probablement aucune chance de revenir. Si tu prends la deuxième fin, lors de ta sortie tu devras attribuer un artefact. L'autre est à chercher sur la map. Alors juste petite rectification, lors du montage, je me suis rendu compte que j'ai dit une bêtise. En fait, quand on finit le jeu, on n'a pas directement accès à l'artefact. Faut d'abord sortir de la grotte, ensuite aller au bateau, ouvrir la porte qui était fermée et revenir dans la grotte. Et à partir de ce moment-là, on peut ouvrir la grosse porte pour l'artefact. Sauf que je me suis gouré et j'ai trop fait par rapport à mes souvenirs. C'était juste pour rectifier ça, voilà, vraiment. Et je vous laisse avec la suite. Et quand tu sors de la grotte, il y a une petite cinématique qui se joue. Tu brûles la photo de Timmy pour l'oublier, du moins pour essayer de l'oublier. Si par contre tu choisis l'autre choix, t'as l'avion qui se crache devant toi, t'as cette cinématique où ton enfant et toi êtes invités à une émission. Éric Leblanc est maintenant une légende, il a survécu à un crash d'avion et on a profité pour surfer sur la hype en écrivant un deuxième livre, car oui, le livre qu'il a dans l'avion ainsi que ce qui te permet de tout craft, de voir les informations, de noter les objectifs, a été écrit par lui. Et dans ce deuxième livre, il raconte toute son histoire sur la péninsule avec les cannibales, Sahara thérapeutique. Il expose tout. Mais une question qui reste en suspens, c'est qui Eric? Eric Leblanc, c'est un père de famille qui était présentateur télé et expert de la nature. Tout ce qu'on sait, c'est que sa femme est morte, probablement en 2010, mais la timeline de The Forest est assez mal faite, donc on ne prendra pas ça pour argent comptant. Tout ce qu'on sait, c'est que sa femme est morte, et franchement, ça suffit comme information pour comprendre le personnage. C'est simple, mais je trouve que c'est assez direct. Ensuite, t'es invité à faire un 1v1 coupage d'arbre avec le présentateur de l'émission, et au même moment, ton fils, il convulse, littéralement. Et après, il se calme. Comment, on sait pas, mais voilà. On comprend vite que l'échange équivalent a des répercussions sur la personne qui a ressuscité, entre guillemets. Il y a une deuxième cinématique, on est de la POV de Timmy, adulte cette fois, du moins ce qui s'en rapproche le plus. Il se brosse les dents et il boit de l'alcool. Ouah, c'est... Frère, il a pas peur de la vie, lui. Il recherche à trouver un remède de ses problèmes de mutation, et c'est là que le site 2 est mentionné en très gros, là, très très gros, on peut pas le rater. Et voilà comment se conclut The Forest. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a plusieurs mystères à comprendre encore, comme par exemple Megan Cross. C'est qui ça? Ce que l'on sait d'elle, c'est que c'est une fille totalement normale et que c'est la fille de Matthew Cross. Ouais, bien joué, si vous l'avez pas eu là, c'est... Ah, elle était compliquée, hein. On comprend grâce aux enregistrements qu'elle a une maladie incurable et qu'elle est placée en laboratoire, sauf que un jour, il se passe un drame.
Un Armsy se libère de sa pièce, massacrant une bonne partie du personnel, mais aussi Megan. On peut conclure que Matthew Cross n'était pas là. Il est arrivé sur la péninsule en bateau pour récupérer sa fille morte. Grâce à l'artefact, fait tomber un avion et se peint en rouge pour ensuite aller récupérer notre fils Timmy pour potentiellement ressusciter sa fille. Je trouve le parallèle intéressant avec notre personnage, car il cherche littéralement à faire la même chose. Il utilise Timmy pour pouvoir retrouver Megan, sauf que elle a quelques particularités apparemment, c'est que bah elle est un peu cannibale, bah elle est mutante aussi finalement, elle a les deux en même temps, c'est un peu cheaté, mais voilà on prend finalement. On peut rapidement conclure qu'elle l'a tué à coups de crayon de couleur, et c'est horrible comme mort. Pour revenir un peu sur le parallèle, je trouve ça vraiment intéressant car les deux personnages ne se côtoient vraiment jamais, ils se rencontrent seulement que 2 fois. J'arrive pas à décrire le pourquoi c'est intéressant, mais il y a une sorte d'ambiance à cette histoire, ça a une genre d'âme, je trouve ça vraiment magnifique et d'une certaine manière c'est un peu poétique. Le fait qu'ils aient les mêmes objectifs, pas la même fin, et potentiellement ils ont les mêmes raisons de le faire, le même niveau psychologique, tout ça rend vraiment la scène finale assez amère et belle d'une certaine manière. Après Megan, il y a le mystère de la compagnie présenté. Sahara Therapeutics, comme je l'ai expliqué, c'est une entreprise de traitements médicaux qui prône la longévité de l'être humain. Leur projet Jarius s'étudier sur des enfants malades, et à vrai dire c'est assez étrange parce que on comprend pas vraiment l'objectif, parce que il s'est répertorié que comme quoi bah les mutants ont des caractéristiques, on a l'impression que c'est prévu d'avoir des mutants, d'avoir des choses qui ne ressemblent pas à des humains. Peut-être c'était des tests, et comme je disais, leur objectif était simplement de rajeunir, de donner la longévité à l'être humain, mais je trouve ça quand même bizarre qu'il y ait mention des mutants en eux-mêmes, sachant que ça leur a pas fait que du bien, mais en tout cas ces enfants ont été transformés en amalgame difforme, et des fois c'est pire que ça franchement. Et si on veut aller plus loin, tout au long du jeu, on a massacré des centaines d'enfants innocents, et c'est horrible. Et d'ailleurs, franchement, ils ont un gros problème avec les enfants, les développeurs de cette époque, c'est une dinguerie. C'est ce genre de détail qui fait que The Forest est une œuvre culte, et c'est d'ailleurs sur ça que l'histoire se finit réellement, du moins du plus gros de ce que l'on possède. J'aimerais rajouter que lors du choix final, si on prend le deuxième choix, celui où tu ne fais pas crash l'avion du coup, les deux artefacts sont disponibles, et il y en a un qui te permet d'éloigner les cannibales, l'autre te permet au contraire de les attirer. Alors j'en vois presque pas l'intérêt, mais en vrai c'est pas mal, c'est cool comme truc. Et il y a une autre chose, c'est qu'il y a un nouveau mutant. C'est le vert là, on dirait vraiment une saucisse, c'est horrible. Qui est comme un boss encore à ajouter. Il est un peu difficile, il est assez bizarre à faire. Franchement, c'est un sale truc à faire, vraiment, ouais, ça rajoute du contenu endgame, et en vrai, bah, c'est cool quoi. Et voilà, c'est pour ça que The Forest est un classique de l'horreur indépendant. Il est arrivé à un moment où l'horreur était omniprésent sur internet, et d'une manière assez dérangeante. S'il est autant apprécié aujourd'hui, derrière son gameplay de survie très intéressant, aux mécaniques très originales, se cache un univers assez cohérent, dans le fond comme dans la forme, qui est rempli de mystères que le joueur découvre lors de son gameplay, ne nous donne jamais les informations directes pour comprendre, mais nous laisse à l'interprétation personnelle, ainsi qu'à la réflexion de celui-ci. Et c'est probablement ce mélange de survie, d'horreur et de narration environnementale qui a permis à The Forest de devenir un classique du survival horror indépendant. À l'annonce du troisième opus, Forest 3, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de raconter pourquoi les prémices de cette licence m'ont autant marqué quand j'y ai joué. J'ai énormément apprécié mon expérience. C'est l'un des premiers jeux qui m'a fait comprendre la narration et qui m'a fait m'intéresser aux jeux vidéo en profondeur. J'ai plus de 200 heures sur ce jeu, si j'arrive à vous trouver le screen, je vous le montrerai. Et je voulais vraiment lui faire hommage, car ça m'a marqué, son esthétique comme son univers, qui n'est certes pas magnifique et parfait, cela me suffit pour me taper des barres avec mes potes, m'amuser ou résoudre des mystères. Pour finir cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Ah ouais, grosse annonce, ouh. Déjà, je prépare la sortie de la nouvelle vidéo déjà, voilà, comme ça c'est dit. Je vais pas m'enfuir, promis, je vais essayer de rester cette fois. Et je vais essayer de prendre un rythme, car vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime, la vidéo, raconter, et juste le témoignage en général, c'est super intéressant. J'ai plein d'idées de vidéos en tête encore à faire, donc je vais essayer de les réaliser. Mais aussi, j'ai un projet qui me tient énormément à cœur, c'est de créer mon jeu. Alors le projet n'en est qu'à ses débuts, vraiment les débuts, mais après cette vidéo, je commencerai sérieusement à m'y mettre.
C'est un jeu que je vais développer seul, avec la collaboration partielle de quelques personnes. Et quand le projet aura pris forme, petit à petit, je posterai probablement des devlogs sur cette chaîne ou une autre. Je sais pas encore si je vais séparer les contenus. Donc n'hésitez pas à me soutenir en commentant la vidéo et donner votre avis aussi. Des petites choses que j'aurais peut-être oubliées. J'ai pas tout dit dans cette vidéo évidemment parce que ça faisait trop d'un coup. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Et c'était Razer, à la prochaine.